bienvenue sur Naïda Tech. Merci beaucoup, Badr. Merci beaucoup aussi pour l'opportunité de présenter notre société. Oui, c'est un plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, Marwan, toi, tu es le fondateur d'Agribox, une start-up marocaine, et c'est génial ce que vous faites. Vous faites de l'agriculture verticale en Oui, bâtiment, et donc vous produisez des salades et des herbes aromatiques, bientôt des fraises, en lieu complètement contrôlé. Vous contrôlez l'eau, la lumière, les nutriments. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de te présenter, et nous parler un petit peu de ta société Agribox et comment vous faites tout cela? donc pour me présenter brièvement, voilà, j'ai fait mes études en Espagne, où après cela, j'ai rejoint une société de FMCG, euh, Procter Gamble, on faisait de la grande distribution. Et j'ai travaillé dans un fonds d'investissement de les startups, et c'est là où j'étais inspiré à lancer ma propre société. Donc, j'avais auparavant lancé ma première startup il y a quelques années, qui n'a pas abouti. Et puis, avec mon équipe fondatrice, on a lancé Agribox il y a approximativement 1 an et demi et on travaille sur des projets, Inch'Allah. On espère qu'il y a un bon résultat. Donc, aujourd'hui, ce que Agribox fait, comme vous l'avez mentionné, c'est de l'agriculture verticale. Donc, on plante nos fruits et légumes dans de leur sol. Donc, ça s'appelle de l'hydroponie. Donc, on n'utilise pas du sol. Et on fait ça dans un environnement contrôlé. Donc, par exemple, un hangar, là, un petit bâtiment qu'on équipe avec de l'éclairage artificiel et les équipements viennent avec lesquels on fait pousser nos plantes. Et on utilise des substrats qu'on a développés et qu'on utilise pour faire pousser nos plantes et les légumes. Et l'objectif de faire de l'agriculture verticale, c'est de, un, utiliser moins d'eau. Donc, on utilise aux alentours de 80% moins de ressources hydriques relatives à l'agriculture traditionnelle. C'est de deux, d'avoir un rendement supérieur au mètre carré. Parce qu'aujourd'hui, comme on le sait tous, il y a une dégradation des sols, il y a des problèmes climatiques. Donc, il faut qu'on commence à utiliser de la technologie pour avoir de l'agriculture plus productive et de ne pas rester dépendant des conditions externes climatiques, parce qu'il se détériorent. Et trois, d'avoir une production agricole fraîche. Donc, on produit en ville. La majorité des productions agricoles, ils viennent soit en export ou là, soit d'une autre ville. Et c'est des milliers de kilomètres de transport. Et ce n'est pas des conditions optimales. C'est pour ça qu'aujourd'hui, et sûrement vous avez eu cette expérience, c'est pas, si vous partez au supermarché et vous consommez des fraises, c'est pas de la qualité ou là, du goût standardisé. Et c'est clair. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de pesticides utilisés. C'est des fraises qui vont voyager très long trajet. Donc, c'est une priorité pour nous d'avoir une culture fraîche et avec un bon goût. Et donc, avec notre technologie aujourd'hui, on se focalise sur les trois objectifs. Et on a eu un prototype qui marche. Et on est en train de bouger sur une unité plus grande pour avoir une commercialisation à grande échelle. Donc, si je comprends bien, en fait, l'intérêt de votre projet, c'est de produire des fruits et des légumes en Mhm. pleine ville, donc là Oui, où il y a pas de terre agricole, de les oui. produire dans un environnement, dans des bâtiments où tout est Mhm. contrôlé, donc vous consommez moins d'eau, vous utilisez aucun pesticide et vous Exactement. économisez le coût de transport, alors le coût matériel, mais le coût en CO2 aussi. Exactement. Parce qu'effectivement, quand on achète des fraises qui viennent d'un autre pays, bah, c'est transporté par avion ou par bateau, c'est cueilli bien en avance, donc le goût n'est pas forcément au rendez-vous et on Mhm. utilise beaucoup de pesticides. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intérêt à utiliser une solution comme la vôtre. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Tu as parlé vous avez eu une phase de développement donc pour tester, j'imagine, votre solution. Combien a duré cette phase et qu'est-ce que vous avez fait dans cette phase? Est-ce que vous avez testé plusieurs variétés? Vous avez travaillé avec des agronomes pour vraiment contrôler en fait l'environnement de vie ou de pousse de la plante? Comment s'est passée cette phase et quels sont les résultats? Donc, la R&D était une étape très importante pour nos startups, pour avoir des process industrialisés et pour pouvoir avoir cette production qui sort sans faille. Donc, on a passé environ 9 mois en R&D. On a travaillé avec l'OCP. Donc, on a eu accès à leur ferme expérimentale qui est située à Benguela.
Et avec leur équipe de chercheurs et notre équipe en interne, on a testé plusieurs variétés. À ce jour-là, on a testé la laitue, les herbes, les fraises, la tomate et les champignons. Cette phase de R&D nous a permis de savoir concrètement les résultats qu'on peut attendre en termes de rendement par mètre carré. Et je pense comment utiliser et optimiser les conditions externes, donc l'éclairage artificiel, les capteurs qu'on utilise et notre software d'intelligence artificielle pour tout avoir qui marche en synchronisation. Donc voilà, ça a duré 9 mois, après lesquels on a commencé à avoir des résultats clairs, qui marchent à grande échelle. Et après cette étape de R&D, on est passé à une production dans une plus petite unité de 25 mètres carrés. C'est là où on produit aujourd'hui pour développer et cultiver nos fruits et légumes. Et on espère, Inch'Allah, passer à 200 mètres carrés dans le futur prochain. D'accord. Donc, la phase d'R&D, vous aviez été accompagné par l'OCP, par des gens de l'OCP. Et après cette période-là, donc vous avez réalisé une première installation de 25 mètres carrés en bâtiment, en ville. Oui. Et là, vous produisez déjà des plantes aromatiques et de la salade. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu parce que ça, c'est la phase vraiment de test grandeur nature. Tu peux nous parler de l'installation, de la production, des résultats. Est-ce que vous vendez déjà votre production? Est-ce que c'est déjà rentable par rapport à l'agriculture traditionnelle? Donc, le focus de cette période d'R&D, c'était de calibrer l'environnement pour avoir bien sûr quelque chose qui marche, mais aussi quelque chose qui est rentable. Donc, on a pu aujourd'hui, notre production est très rentable par rapport à l'agriculture traditionnelle, parce qu'on optimise sur plusieurs différents paramètres qui peuvent réduire la marge de profit. Aujourd'hui, on travaille sur ces 25 mètres carrés, on arrive à sortir plus ou moins 18 000 unités par mois, donc sur 30 jours. Qui est conséquent par rapport à la superficie de l'unité. 25 mètres carrés, c'est pas grand-chose. Nous commercialisons nos laitues et nos herbes. Donc aujourd'hui, on a un circuit de distribution qui est bien étudié. On travaille avec un distributeur qui est rentré dans notre capital. Et avec sa logistique et son circuit de distribution qu'il maîtrise, on commercialise la production qu'on a à ce stade. Et ça va être un partenaire qui va être crucial à notre développement, qui va nous aider à commercialiser la production qu'on veut établir dans le futur, Donc, dans la région de Marrakech et Agadir. Donc, vous avez un distributeur Oui. qui est rentré dans le capital, avec qui vous travaillez, vous livrez votre production et lui, il la distribue dans des restaurants, des hôtels. Donc, on peut déjà manger de la production Agribox à Agadir et à Marrakech dans des hôtels et des restaurants. C'est ça ce que tu nous dis. Oui, pour l'instant, les hôtels et les restaurants, ils ne sont pas dus au Covid, ils ne sont pas complètement ouverts, mais ça va être un point important quand ils vont être ouverts. Aujourd'hui, on commercialise, donc c'est possible de manger la laitue Agribox, mais elle est distribuée principalement parce que les hôtels ne sont pas ouverts je me suis dit, en gros. Donc, il y a ici un marché à Marrakech qui est colossal. Il faut aussi tenir en compte que le marché marocain, comment il est structuré, la consommation marocaine, elle se fait seulement de 15% dans les grandes surfaces et 85% en gros, parce que les gens, ils veulent voir leur laitue, ils veulent la toucher, ils veulent l'acheter. Donc ça, c'est la plus grande part du marché. Aujourd'hui, c'est là où on distribue tous nos produits. Quand éventuellement les hôtels ils vont ouvrir, on prévoit que ça va prendre vers soit fin juillet, d'après le feedback qu'on a eu du distributeur qui travaille avec ces hôtels, et on va commencer à faire plus de volume avec les hôtels et les restaurants. D'accord, très bien. Et est-ce que du coup, tu peux nous parler un petit peu de qu'est-ce qui fait aujourd'hui que votre production est plus rentable ou aussi rentable que quelques hectares dans l'agriculture traditionnelle? Donc, la principale raison, il y a plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est de la verticalisation. Donc, l'agriculture traditionnelle se fait de façon horizontale. Donc, il faut planter. Et si on veut une plus grande production, il faut plus de terrain, il faut plus d'équipement, plus de main-d'œuvre, plus d'investissement, basically. Donc, nous, on essaie de
avoir une production agricole qui est importante, mais dans un environnement compact. Et donc, on arrive à avoir ça avec la verticalisation. Donc, on monte en haut. Aujourd'hui, dans nos unités de production, on a 10 étages. Et sur ces 10 étages, c'est l'équivalent de 10 fois le rendement par mètre carré. Donc, si on a un mètre carré linéaire, nous, on a 10 mètres carrés, mais sur 10 étages. Ça nous donne l'équivalent de 100 mètres carrés, de 10 mètres carrés, pardon. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est le contrôle de l'environnement. Donc, il y a un effet saisonnier très important par rapport à l'agriculture. Donc, si on parle par exemple des fraises, il y a une période où il y a beaucoup de fraises et le reste de l'année, il n'y a pas de production parce que les conditions ne sont pas optimales pour la production de cette fraise. Avec le contrôle de l'environnement qu'on fait, l'éclairage artificiel, la température, l'humidité, etc., on arrive à avoir une production toute l'année. Et d'un troisième point, on a notre process qu'on a développé en interne pour, surtout avec l'intelligence artificielle, etc., pour faire des modifications en temps réel de nos plantes pour calibrer n'importe quoi. Par exemple, n'importe quel problème qui arrive ou les conditions nécessaires, ça nous permet d'optimiser la solution nutritive en temps réel pour avoir, franchement, Ça des peut être salades. quoi? Ça peut être quoi ces conditions, par exemple? Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret? C'est des conditions extérieures qui sont à l'extérieur du bâtiment ou c'est… Non, non, par exemple, je parle du stade de vie de la plante. Donc, on est indépendant des conditions extérieures, mais du stade de vie de la plante. Par exemple, la fréquence des lumières est adaptée au stade de vie de la plante. On donne différents spectres de lumière. Par exemple, on donne plus de lumière en infrarouge pour la plante pour on l'aide à accélérer sa photosynthèse. Ou au début du cycle de la plante, on lui donne plus de lumière bleue. Donc, on adapte la fréquence à la lumière pour donner à la plante qu'est-ce qu'elle a besoin en temps réel pour avoir un rendement le plus colossal possible. D'accord. Et ça, c'est contrôlé automatiquement ou vous avez des gens qui le font manuellement dans les bâtiments? Comment ça se passe? OK. Donc, il y a 80% de notre process qui est automatisé, mais il y a toujours besoin de main-d'œuvre à ce stade-là, surtout pour la récolte, mais aussi pour la manipulation de plantes sur quelques process. Mais grâce à cette automatisation, pardon, euh, une des choses cruciales que ça fait, c'est que ça nous permet d'optimiser ces conditions, mais l'optimisation des conditions, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on réduit le cycle de vie de la plante relatif à ce qu'elle va être dans l'agriculture traditionnelle. Par exemple, si on dit que laitue, ça prend 50 à 60 jours pour pousser, dans des conditions optimales à l'extérieur, 45 jours, nous, on arrive à la faire pousser en 20 jours. Donc, le gain en temps, le gain en optimisation, être vertical et être indépendant des saisons, ça nous permet d'être beaucoup plus rentable en termes de rendement relatif à l'agriculture traditionnelle. Donc, il y a un investissement qui est plus cher euh, Dans pour, l'installation. mais le rendement rend ça rentable au bout d'un moment. D'accord. Donc, le coût d'investissement est important au début pour construire les bâtiments, les installations. Mais Mhm, après le fait d'avoir de la verticalité, vous gagnez, vous n'utilisez pas beaucoup d'espace, donc vous produisez beaucoup plus en mètre carré. Vous utilisez, ça vous prend moins de temps de produire. Vous êtes indépendant des saisons, donc vous pouvez sortir des fraises à n'importe quelle saison de l'année. Et en plus, vous consommez beaucoup moins d'eau et vous mhm, n'utilisez pas des pesticides. Par contre, moi j'ai une question. Donc il y a le coût d'investissement, mais mhm, dans l'installation, vous utilisez de la lumière, des LED ou enfin de la lumière. oui. En tout cas, ça Mhm. consomme par contre beaucoup d'énergie. Comment vous faites je pense que c'est un des coûts, peut-être un des coûts les plus importants pour vous. Comment vous faites pour optimiser ça? Est-ce qu'il y a des solutions pour optimiser cette partie ou ça reste quand même rentable, même en utilisant beaucoup d'énergie pour avoir de la lumière toute la journée euh, dans les bâtiments? Donc, l'éclairage artificiel, c'est le plus grand challenge parce que de deux parties. Euh, Premièrement, c'est l'investissement le plus lourd pour établir l'unité parce que cet éclairage, c'est un éclairage spécifique pour l'agriculture. Donc, c'est pas des lumières, c'est des lumières qui répliquent les spectres du soleil pour donner ce que la plante a besoin. Et donc, c'est quelque chose qui coûte très cher. Donc,
C'est le plus grand challenge. Et d'une deuxième partie, parce qu'on utilise beaucoup de lumière et ils opèrent approximativement 20 heures par jour, ça consomme beaucoup en électricité. Donc, c'est le plus gros coût c'est le plus grand challenge à l'agriculture verticale. D'accord. Nous, pour résoudre ce problème dans une unité plus grande, l'énergie solaire nous aide à confronter ça. Déjà, en utilisant des LED de plus grande qualité, ça consomme beaucoup moins d'énergie que les lumières fluorescentes. Et donc, déjà, il y a un gain en énergie en ça. Et puis, l'énergie solaire, pour supplémenter ça, ça rend le coût minime. Mais même sans l'énergie solaire, c'est déjà rentable parce que le D'accord. rendement, il est colossal. Donc, Ouais. aujourd'hui, vous n'utilisez pas l'énergie solaire. Donc, c'est dans un deuxième temps, Oui. vous comptez utiliser l'énergie solaire pour encore optimiser beaucoup plus votre production et améliorer vos marges. C'est ça, hein, ce que tu nous dis. Oui. À ce stade, parce qu'on est encore une société très jeune, donc 25 mètres carrés, ça vaut pas la peine de l'équiper avec l'énergie solaire. Mais si on va continuer à transférer dans notre unité de 200 mètres carrés, là, on va définitivement installer l'énergie solaire pour réduire nos coûts. D'accord, très bien. Votre marché, c'est uniquement le Maroc ou vous voulez aller à l'international, en Afrique? Quelles sont les perspectives de Agribox? Donc, le marché africain, c'est un marché très intéressant pour nous. On veut s'implanter en Afrique. C'est notre vision, c'est notre objectif. Si on regarde un tout petit peu les démographiques et qu'est-ce qui se passe, la situation en Afrique, on est dans un stade aujourd'hui où l'Afrique a les rendements par hectare les plus faibles globalement. Mais c'est le continent où il y a la plus grande croissance en population. La population va doubler d'ici les 25 prochaines années. Mais il y a les rendements les plus faibles par hectare. Donc, il y a un problème grave qui va se passer en Afrique et il faut que l'Afrique shift à des méthodes de production agricole qui sont plus productives. On ne peut pas continuer juste à planter. Et 80% des terres arables africaines sont déjà en utilisation. Il reste que 20% de terrains arables non plantés. Donc, il n'y a même pas où partir, continuer à faire de l'expansion agricole en horizontal. Donc, il faut shifter à des méthodes agricoles plus productives et utiliser de la technologie qui est aujourd'hui disponible pour optimiser, augmenter ses résultats. Et donc, nous, on pense qu'avec notre technologie et notre savoir-faire, on peut apporter de la valeur sur ça et résoudre plusieurs différents problèmes qui se posent sur la chaîne de valeur agricole aujourd'hui. D'accord, très bien, très bien. Est-ce que du coup, vous avez votre unité? Donc ça, c'est un peu votre proof of concept en fait. Votre unité de 25 mètres carrés, c'est ça? Oui. Et vous prouvez que vous pouvez produire là-dedans, vous avez une production importante. En fait, ça vous permet en fait de prouver votre concept. Est-ce que vous avez été approché par des investisseurs pour développer pleinement votre activité ou est-ce qu'il y a eu pour l'instant, il y a un problème d'investissement parce que votre projet est très intéressant, mais ça demande un coût d'investissement important. Forcément, vous allez devoir passer par des investissements et donc par des investisseurs qui vont mettre de l'argent dans votre boîte. Tu nous as parlé du distributeur qui est rentré dans le capital, donc ça c'est très bien pour la partie distribution, mais pour la partie investissement dans les bâtiments, ou d'investissement en général dans Agribox, est-ce que vous êtes approché par des investisseurs? Vous cherchez aujourd'hui des investisseurs ou vous êtes encore dans un stade où vous déployez un peu votre savoir-faire, mais vous ne cherchez pas encore d'investissement? Donc, à ce stade-là, on cherche de l'investissement. Donc, l'investissement, c'est un challenge, surtout pour les startups qui sont dans le secteur de l'industrialisation, parce que les investisseurs aujourd'hui hésitent un tout petit peu à investir en CAPEX, donc dans le matériel, des machines, etc. Donc, c'est généralement plus facile, pour être honnête, pour des startups qui font du software ou quelque chose, de lever des fonds à notre stade. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant, Marwan. Donc, ce que tu nous dis, c'est que quand on approche un investisseur et qu'on a une startup qui demande des investissements en bâtiment, des investissements industriels, on a beaucoup plus de difficultés qu'une startup qui est dans le software ou dans le SaaS, où là, Oui, c'est plus du logiciel et donc l'investissement est moins important parce qu'on va investir dans le développement peut-être commercial de la boîte, mais exactement. pas dans du matériel.
Donc, ce que tu nous dis, Exactement. c'est que c'est de plus en plus compliqué, enfin, c'est plus compliqué pour une start-up industrielle de lever des fonds, hein. C'est Oui. ça le Mais c'est pas que seulement au Maroc, ça c'est à l'échelle globale. de C'est manière générale. parce que ça prend plus de temps de construire des unités. Il y a beaucoup de risques qui sont associés. Il faut que les processus soient industrialisés. Donc, c'est normal. Donc, et c'est pas un problème pour nous à ce stade. On accepte ce problème et on l'affronte. Aujourd'hui, notre distributeur, il est rentré dans notre capital, pas en termes seulement de distribution, mais il a aussi investi parce qu'il s'y connaît, il croit dans notre startup et il s'y connaît bien dans le domaine. Et aujourd'hui, pour avoir de l'investissement qui valorise la société, on a décidé de commencer à construire notre unité de 200 mètres carrés, qui est une production qui va commencer à nous rendre un rendement à grande échelle en réunissant nos fonds. Donc, on a collecté les profits qu'on faisait de notre petite unité. On a eu un partenaire industriel qui a investi dans la société et on a regroupé du financement, par exemple en bénéficiant du programme Interarca, pour rassembler l'investissement nécessaire à réaliser ce premier investissement. En parallèle, on bénéficie aussi du programme d'accompagnement de 212, donc, qui est fait par la CDG, où on a défini avec eux des objectifs pour commencer une levée de fonds prochainement, donc dans les prochains 6 mois. D'accord. Le programme Telaka, c'est quoi exactement? On présente une idée, il faut Mhm. elle soit assez avancée pour profiter de ce programme ou comment ça se passe? Donc, le programme Interlaca, c'est des programmes euh, par les banques, qui sont offertes par les banques. Donc, la CCG garantit des crédits aux entreprises jeunes innovantes. Donc, c'est Ok. un crédit avec un intérêt très faible, donc d'environ 1,5% pour les sociétés agricoles et 2,5% pour d'autres sociétés. Et ce crédit-là est plafonné à 1,2 million. Et ça permet, surtout pour les sociétés qui ont un investissement lourd en capex en matériel, d'avoir un investissement pour commencer à travailler. D'accord, très bien. Et 212, alors, vous avez intégré le programme 212 Founders ou comment ça se passe sur ce programme-là? Oui, donc le programme, comment il est structuré, c'est qu'il y a un programme, il y a 6 mois d'accompagnement. Ok. Après ces 6 mois, on réunit un comité d'investissement de la part de la CDG et on pitch notre startup et on rentre en négociation pour trouver un deal qui convient à l'entrepreneur et l'investisseur. D'accord. Donc, on a terminé l'accompagnement et on est en phase de discussion avec eux sur la levée. Donc, en fait, il y a une phase d'accompagnement qui vous Mhm, prépare un petit peu à aller chercher des investissements, mhm, des investisseurs pour votre boîte. C'est ça, hein. C'est ça le programme. exactement. Et Mhm, cette première phase-là, il y a un mhm. accompagnement par des coachs, il y a un programme d'accompagnement assez précis, il y a des coachs avec qui vous avez des réunions régulières. Comment ça se passe cette première phase? Exactement. Donc, il y a un accompagnement, il y a un très bon suivi par l'équipe. Franchement, on a adoré le programme. On a été accompagné par des entrepreneurs advisors, donc, Ok. avec lesquels on fait des réunions chaque semaine pour définir les objectifs, parler un tout petit peu des challenges qu'on a et d'établir une stratégie commerciale. Et on a des mentors qui sont assignés, qui ont de l'expérience professionnelle approfondie, qui sont franchement euh, qui ont beaucoup d'expérience dans leur domaine respectif. Et on travaille avec eux en étroite collaboration, en plus de l'entrepreneur advisor, pour faire le nécessaire pour que la boîte réussisse. Et donc, D'accord. oui, Et donc l'objectif, c'est que à la fin de ce coaching et de cette phase-là, vous allez chercher un investissement de CDG Invest de 212 Founders, ou vous allez chercher, le but c'est de chercher des investissements à l'extérieur. le but, c'est d'avoir un investissement de CDG Invest. D'accord, très bien. Mhm. Donc Oui, en fait, toutes les startups qui rentrent en incubation dans 212 Founders ne vont pas être forcément financées dans la deuxième phase. En fait, c'est deux phases quasiment indépendantes. Il y a l'incubation et on vous prépare au pitch et à la levée de fonds chez CDG Invest par la suite. C'est ça, hein? exactement. C'est deux Très bien. phases indépendantes et oui, pas tout le monde bénéficie de l'investissement. D'accord. Très, très bien. Très, très bien. Est-ce que, du coup, ce que je comprends, c'est que bah, vous avez intégré, donc vous travaillez avec l'OCP, vous avez un distributeur qui vous accompagne, qui travaille avec vous, mais qui est aussi investisseur dans AgriBox.
Vous Oui. travaillez avec 212 founders. Quels sont la next step, justement? C'est quoi les gros challenges qui vous attendent dans Agribox les prochains mois ou la prochaine année? Donc, aujourd'hui, on est 100% concentré sur le scale. Donc, on est en train de travailler H24 sur l'établissement de notre nouvelle unité de production, donc de 200 mètres carrés. Et donc, ça, c'est notre seul focus. Pour les startups de notre type, il faut se concentrer sur l'industrialisation et les process, et très bien les maîtriser, et la distribution. Parce qu'on parle des produits ultra FMCJ. Et il y a une date il y a une date voilà, il y a une date d'éruption Très et ça bien. doit sortir rapidement. Et le marché de la distribution, c'est très complexe. Donc, il fallait d'abord aligner le distributeur et avoir un circuit maîtrisé et des process maîtrisés, réunir le financement. Et maintenant, on a réussi ces étapes. Maintenant, on bouge à l'unité plus grande. D'accord. Donc l'objectif, c'est d'avoir une unité beaucoup plus grande. Mhm. Vous avez déjà prouvé votre concept, en fait. L'unité, ça sert Oui, vraiment à produire beaucoup plus et à aller chercher des parts de marché. C'est ça, hein? exactement. Oui, D'accord. Et oui, oui. l'idée après, c'est quoi? C'est de dupliquer, quand tu parles de scale, Mhm. l'idée d'Agribox, c'est de dupliquer des bâtiments de 200 mètres carrés où l'objectif est beaucoup plus important. C'est quoi l'objectif? Donc, nous avons deux objectifs. Donc prochainement, dans le futur prochain, d'abord, on veut établir cette unité et on veut répliquer des unités de son type, mais pour différentes variétés. Donc, on target, l'unité, elle va être pour les herbes et la laitue, mais on target aussi la tomate, les champignons et les fraises. Après cela, on veut développer une capacité assez conséquente pour entrer en partenariat avec les sociétés B2B. Donc, par exemple, vous avez mentionné que vous êtes familier avec la société agricole en France. Oui. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font à ce stade-là? Parce ça fait approximativement 7 ans qu'ils opèrent. Ils ont rentré en partenariat avec Danone pour leur fournir les fraises pour commencer à produire leurs produits. Avec notre technologie, on peut résoudre des problèmes de sourcing pour de grandes entreprises. Parce que nous pouvons assurer un rendement uniforme toute l'année, à un prix fixe. Mhm. Donc, aujourd'hui, en agriculture, on sait que cette année, les fraises sont ultra chères. L'autre année, on peut assurer un prix fixe, une qualité standardisée toute l'année. Et donc ça leur résout un problème colossal. Ça, Donc il y a des sociétés. ouais, c'est Oui, intéressant pour les grandes marques de l'industrie agricole. Ça. oui, si on parle, pour donner un exemple, par exemple, si on parle d'un mood qui fait de l'export de ses pâtisseries à l'étranger, pour leur tarte aux fraises, par exemple, ils ont besoin de fraises de très bonne qualité. C'est difficile à trouver toute l'année en grande qualité à un prix fixe. Et donc, ils ont beaucoup de sourcing problems. Si on rentre en partenariat avec eux, on peut utiliser notre technologie pour résoudre ce problème partiellement. D'accord. Moi, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que Mhm. quand je vais dans un supermarché, est-ce que je peux savoir si je mange de la laitue agricole ou pas? Vous avez un logo? Parce que moi, je comprends que votre business model, c'est de vendre directement au consommateur. Donc, Mhm. vous ne mettez pas à disposition, vous ne vendez pas en fait pour l'instant, ou en tout cas, ce n'est pas l'objectif, vous ne vendez pas la technologie, donc vous ne vendez pas des bâtiments. L'objectif, c'est vous avez vos propres bâtiments, vous maîtrisez toute la chaîne et vous vendez au client final. Est-ce que quand je vais au marché ou dans un supermarché, est-ce qu'il y a une étiquette Agribox et je peux manger prochainement des fraises étiquetées Agribox? Euh, à ce, à ce stade-là, non. On ne package pas nos produits pour l'instant. Il y a des étapes à faire. Donc, si on veut rentrer dans le packaging ou de la découpe dans la salade dans la grande superficie, il faut d'abord avoir une unité, il faut établir plusieurs différents standards, il faut de D'accord. l'autorisation de l'Office national de la sécurité alimentaire, etc. Aujourd'hui, on vend nos produits en brut. Donc, En soit dans le vrai. marché en gros, oui, ou chez les grandes superficies qui achètent aussi en brut. D'accord, Mais il n'y a d'accord. pas d'étiquette à ce jour. D'accord. Très bien, très bien. Et donc, est-ce que tu peux justement nous parler un petit peu du business model? Est-ce Mhm, que, parce que tu parlais tout à l'heure d'Agricool. mhm, Agricool en France, eux, ils font du conteneur. mhm, Je ne sais pas s'ils font aussi de l'agriculture verticale sur bâtiment, mais je sais en tout cas qu'ils font des conteneurs, ils cultivent des fraises en conteneurs en ville. mhm. Et ils vendent ça effectivement dans les grandes villes.
Est-ce que, par contre, voilà, leur business model aussi, c'est de vendre des conteneurs et leur technologie euh, tout packagé, c'est-à-dire que tu es un agriculteur, tu achètes un conteneur, et il te l'installe et tu peux commencer à produire des fraises et des légumes et des fruits. Vous, vous n'êtes pas du tout dans ce business model-là. Vous, c'est directement vendre vos produits aux consommateurs. Vous ne vendrez, enfin, il n'y a pas de business model pour vendre votre technologie ou de l'exporter. Donc, euh, donc, les produits packagés au Maroc, c'est un tout petit peu complexe parce que, d'un premier temps, le marché il est petit. Donc, les fruits et légumes packagés, ça représente un petit pourcentage du marché total. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la En majorité des fait, en consommateurs fait, marocains. ouais, en fait, je ne parle pas des produits packagés. Je parle de. Ça peut être par exemple un industriel en Afrique, dans un pays africain, qui est intéressé par votre technologie et vous, ce que vous vendez, c'est l'installation d'une unité industrielle. Tout compris, c'est-à-dire vous construisez le bâtiment, vous mettez vos installations, l'industriel commence à produire, à faire sa production en fait. Mais vous vendez la technologie, c'est-à-dire vous ne vendez pas le produit final, mais c'est plutôt la technologie, le bâtiment, votre savoir-faire que vous vendez. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est aujourd'hui, que vous faites aujourd'hui, est-ce que vous êtes une phase plus en amont? Mais est-ce que c'est un axe de développement qui peut être intéressant pour vous ou pas du tout? Oui, oui, bien sûr, ça peut être un axe de développement qui est intéressant pour nous, mais aujourd'hui, la raison pour laquelle on se concentre sur la vente en direct, c'est pour prouver le concept à grande échelle. Donc, avant de pouvoir fournir notre technologie à un industriel, on est obligé de produire nos propres fruits et légumes. Très bien, très bien. Et on arrive à alléger une partie de la chaîne de valeur pour simplifier le processus en rentrant avec des partenariats avec des distributeurs qui ont déjà leurs camions et leur logistique et leurs clients. Et ça facilite la tâche pour qu'on reste concentré sur notre cœur de métier qui est simplement la production et la technologie. D'accord, très bien. Et donc, cette unité 200 mètres carrés, elle est prévue pour quand à peu près? Et est-ce que vous avez déjà l'investissement pour la réaliser? Oui, donc on est en train d'aligner l'investissement et on a un investissement aujourd'hui complet. On est en train de travailler avec des fournisseurs pour commencer l'établissement des travaux. Et Inch'Allah, on espère par octobre, Inch'Allah, être opérationnel dans la nouvelle unité. Inch'Allah, Inch'Allah. Écoute, Marwan, c'est super intéressant. Moi, je suis très content de faire ta connaissance et puis que tu nous présentes ta boîte qui vraiment, c'est un concept intéressant parce on s'est dit en fait qu'au Maroc, on a de l'agriculture traditionnelle, on n'a pas besoin forcément de solutions technologiques dans l'agriculture, mais en fait, c'est faux. On a autant besoin de l'agriculture classique et traditionnelle que des solutions comme AgriBox. Moi, je voulais te poser une question. Comment tu vois un peu l'écosystème startup marocain? Quelles sont les difficultés que tu as trouvées en fait quand tu as décidé de commencer cette aventure? Est-ce que tu as une idée un petit peu voilà, de cet écosystème et quelles sont les choses pour toi qu'il faut peut-être améliorer? On a parlé des investissements, le manque Mhm. d'investissement surtout pour les startups industrielles. Mais c'est vrai qu'on voit dernièrement au Maroc beaucoup d'initiatives. Voilà, on a parlé tout à l'heure de 212 founders. Il y a le programme Tatwir Startup pour les startups industrielles. Il y a beaucoup d'initiatives. Comment tu vois Mhm. l'écosystème? Est-ce que pour toi, ça évolue dans le bon sens ou est-ce qu'il y a toujours des difficultés? Franchement, l'écosystème, il est positif. Donc, il y a beaucoup d'améliorations qui se sont faites. Comme je l'ai mentionné, j'avais lancé une première boîte il y a quelques années. La différence entre les 3 dernières années, les 4 dernières années aujourd'hui, c'est complètement différent. Il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup plus d'attention aux startups, il y a beaucoup plus de vouloir de partager et d'écouter les startups de la part des industriels marocains. Et il y a beaucoup plus de fonds d'investissement et des facilités d'investissement, etc. Donc, c'est positif et le Maroc va dans la bonne voie. Les points d'amélioration, however, c'est l'investissement à l'international. Donc, aujourd'hui, plusieurs VC avec lesquels j'ai parlé
mentionnent qu'ils n'investissent pas dans le Maroc. Ils investissent en Afrique subsaharienne. Une des raisons, c'est parce que le Maroc, il est un tout petit peu clôturé. C'est un petit marché et c'est un marché qui n'est pas. Il n'y a pas beaucoup de libre-échange avec les pays africains voisins. Donc, beaucoup d'investissements étrangers, ils ne partent pas au Maroc, partent dans d'autres pays qui ont des marchés plus colossaux ou qui sont des marchés plus ouverts. Donc, le Maroc il part dans la bonne voie et il y a beaucoup de potentiel et beaucoup de programmes et de subventions, de crédits, d'investissements. Donc, c'est dans la bonne voie, mais il faut faire un effort pour commencer à attirer un peu l'investissement de Ouais, l'étranger. pourtant c'est vrai, le Maroc, c'est un petit marché. Ça, on ne va pas se le cacher par rapport à Mhm. d'autres pays, ça c'est sûr. Par contre, le fait de dire que ce n'est pas un marché ouvert, le Maroc a beaucoup de partenariats économiques avec différents pays. Mhm. Est-ce que justement ces investisseurs-là, est-ce que c'est juste un manque d'information qu'ils ont? Parce que le Maroc a beaucoup de partenariats économiques avec la majorité des pays africains et beaucoup de partenariats de libre-échange avec des pays européens ou d'Amérique. Donc, est-ce que le fait que ça soit un petit marché, ça je suis d'accord. Par contre, l'ouverture commerciale, le Maroc est assez ouvert. Alors, est-ce que c'est peut-être l'aspect, la réglementation, l'aspect financier qui les bloque? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est juste un manque d'information de ces investisseurs-là? Parce que le problème que je vois dans l'écosystème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de visibilité, par contre. Et donc ça, je pense que c'est... Alors, on n'a pas beaucoup de visibilité et on n'a pas beaucoup de modèles. Donc, je Mhm. suis investisseur, je suis VC, il me faut des exemples et des success stories pour que je vienne investir au Maroc. Si je sais que demain, il y a 3, 4 startups qui ont été créées, qui ont scalé, qui ont été revendues ou qui ont fait des chiffres d'affaires très importants, qui se sont déployés en Afrique, les investisseurs viendront. Donc, je pense qu'il y a à la fois un manque d'information et après, il y a l'aspect peut-être juridique et financier, ça je le maîtrise pas du tout, mais on prévoit dans Nidetech de recevoir des gens qui vont nous en parler justement. Est-ce que tu ne penses pas que c'est juste, quand tu parles justement avec ces investisseurs étrangers, est-ce que c'est juste un manque de visibilité qui nous manque? Euh, mais une des solutions, dans mon opinion, juste ce que je pense pour l'instant, c'est que une des solutions pour que le marché marocain soit un tout petit peu plus grand, pour les startups, c'est d'offrir la possibilité à ces startups de rentrer en expansion dans d'autres pays. Donc, c'est vrai qu'il y a peu de modèles de startups marocains qui grandissent. Il y a des success stories. Donc, il y a Ways to Cap qui a fait une expansion successful en Afrique. Mais il faut Il y en a de on a plus en plus. plus. Oui, c'est plus facile. Et aussi, euh, donc, je vais juste te raconter le feedback que j'ai eu d'un VC. C'est aussi si une société marocaine, une startup marocaine s'implante en France, par exemple, c'est plus facile pour eux d'investir D'accord. pour pouvoir récupérer leur argent en devise. D'accord, donc j'ai compris le problème. En fait, c'est un problème aussi et ça, plusieurs personnes au Maroc en parlent, c'est justement de faciliter aux entrepreneurs marocains l'implantation de leur filiale ou de leur siège Mhm, en France, en Europe ou ailleurs. C'est ce que fait, par exemple, les startups successful en France. La plupart qui mhm, ont un marché aux États-Unis, par exemple, ben, ils déménagent leur siège aux États-Unis pour avoir une mhm. implantation là-bas et profiter d'investisseurs sur place. Donc, Oui, effectivement, donc, ce que tu dis, c'est que pour les startups qui ont un marché global et qui veulent un peu s'étendre et être accessibles et visibles à des investisseurs importants, il faut qu'ils aient la possibilité de créer des filiales ou déménager leur siège en France ou en Europe pour être plus visibles et pour avoir un accès très facile, ou plus facile en tout cas, au financement de leur startup. C'est ça ce que tu nous dis, hein. Voilà. exactement. C'est très clair. Oui. C'est très clair je pense que c'est le constat de beaucoup de personnes. Écoute, Marwan, moi j'étais très heureux de te recevoir. Vraiment, c'est très intéressant ce que vous faites. J'adore. Moi, je suis impatient de manger des fraises Agribox. Voilà, aller acheter des barquettes Agribox dans les supermarchés ou dans les marchés locaux. Merci beaucoup. Bravo pour ton parcours. Et écoute, à bientôt, Inch'Allah. Je ne sais pas si tu vas avoir le mot de la fin.
Merci beaucoup, Badr. Je voulais juste te remercier pour l'opportunité de présenter ma société. Et merci. C'est un plaisir de te rencontrer Tout le aussi. plaisir est pour moi. Tout le plaisir est pour moi. À bientôt. On reste en contact. Et merci beaucoup. J'espère que voilà, cette vidéo, je suis sûr que cette vidéo va plaire à beaucoup de monde. Merci, Marwan. Et je te souhaite un Merci bon beaucoup, Badr. week-end. À bientôt. Bon week-end. Merci beaucoup. Ciao.